Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la lettre au père. Il s'agit d'une lettre écrite par Franz Kafka à destination de son père. Cette lettre n'a jamais été envoyée et a été écrite en 1919, à l'âge de 36 ans, soit environ 4 ans avant sa mort. Cette lettre est la réponse d'un fils à une question de son père qui lui a posé la question suivante. Pourquoi a-t-il peur de lui? Franz Kafka, n'ayant pas eu le courage d'exprimer son opinion directement devant son père, tente de lui fournir la réponse grâce à cette lettre. Cette lettre lui permet de donner une explication à son père et aussi de fournir une espèce de paix entre deux. Il sait déjà que sa réponse sera imparfaite car incomplète à cause de deux éléments qui sont tout d'abord la peur en elle-même ainsi que la peur des conséquences. Nous avons d'un côté un père qui travaille dur à son magasin et qui n'a pas toujours eu la vie facile, il a connu la pauvreté, il a commencé à travailler jeune, il a souffert du manque, et de l'autre côté, nous avons des enfants qui, grâce au travail du père, ont pu avoir des opportunités, ils ont pu vivre dans un confort, ils ont pu étudier et ils n'ont manqué de rien matériellement parlant. Le père pense que son enfant est ingrat, car malgré tous ses efforts, et en ne voyant pas de quoi son enfant peut manquer, il remarque que son fils est distant avec lui-même, qu'il fuit sa compagnie, et qu'il se plonge soit dans les livres, soit vers ses amis. Le père se pense innocent, Franz Kafka serait le coupable, mais son père le lui pardonnerait. Franz Kafka expose ensuite son opinion. Kafka aurait voulu une éducation avec plus d'affection, il aurait voulu que quelqu'un lui montre le chemin, il aurait voulu quelqu'un de gentil, avec beaucoup de bonté, et il aurait voulu quelqu'un qui exprime des encouragements. Le père ne frappe pas ses enfants, mais il les effraie à cause de sa voix, à cause de ses colères et à cause de sa force. Son but n'est pas mal intentionné car il veut faire de Franz Kafka un être courageux et doté d'une certaine force. Le caractère tyrannique de son père ne reste pas que dans le cercle familial, mais il s'étend aussi à ses employés. Face à son père, le fils a l'impression d'être nul. Il ressent de la honte et de la détresse. Le fils est sans défense. Il pense être quelqu'un de peu de valeur. Il subit la supériorité de son père, ce qui amène chez lui de l'angoisse, de la culpabilité et de l'inquiétude. Il s'agit de quelqu'un d'angoissé qui souffre d'hypocondrie. Il a peur d'avoir un problème au niveau physique et cela amène réellement une maladie. Son père pense que ces maladies sont là parce que son fils travaille trop, alors que son fils lui dit ne pas beaucoup travailler. Franz Kafka se voit très négativement. Il voit son père de manière trop positive. L'auteur fait un portrait de lui-même très peu enchanteur. Dans le texte, il dit qu'il est faible, anxieux, hésitant, inquiet, il n'a pas de confiance, il est instable, indécis, craintif, sauvage, timide, il a une mémoire moyenne, il a une intelligence pas des plus médiocres, il a une somme des connaissances pitoyable, il se dit anxieux, hésitant et soupçonneux. Par contre, il trouve plein de points forts à son père. Même des éléments qui pourraient paraître comme négatifs sont finalement vus de manière positive par l'auteur. Par exemple, pour être un bon chef de famille, il faut certains défauts, comme cela peut être le cas pour le mépris ou pour la méfiance. La liste des caractéristiques de son père est la suivante.
Il est trop fort, il est caractérisé par une force, par une santé, par un appétit, il a une puissance vocale, il a un don d'élocution, il a un contentement de soi-même, il a le sentiment d'être supérieur au monde, il a une ténacité, une présence d'esprit, il connaît les hommes, il est généreux, alerte, il est violent, spontané, insouciant, gigantesque, il a une énergie, une confiance et une force. Il est doté d'une adresse, il a une voix de tonnerre qui est basse, enrouée, effrayante, c'est un bon orateur, il a le mépris des autres, il a un sens de la démesure, il a une éloquence, il est intraitable, il possède une confiance en soi, il a une insatisfaction à l'égard de tout, il a un sentiment de supériorité, il est doté d'une méfiance, d'une assiduité, d'une endurance, d'une présence d'esprit, et il a également une ignorance de la peur. Les éléments de la liste des qualités du père est supérieur à la liste des défauts du fils. Au niveau physique, c'est également la même chose. Franz Kafka dit avoir un corps maigre, être chétif, il dit être étroit, tandis que le père, lui, est fort, il est grand et il est large. Kafka fait 2 constats. Il dit déjà que peut-être que sans cette éducation, il aurait gardé les mêmes traits de personnalité, mais de manière moins extrême. Ensuite, il dit que cette éducation aurait pu être efficace pour un autre garçon moins fragile que lui. Le fils parle de la différence qu'il existe entre les Lowy, il s'agit de la famille du côté de sa mère, et les Kafka, il s'agit de la famille du côté de son père. La première famille est caractérisée par la timidité et la sensibilité. Les Kafka sont au contraire caractérisés par un côté conquérant. Son père, lui, est un pur Kafka, et pourtant les autres membres de la famille Kafka sont tout de même plus sociables et moins sévères. Le père compare des membres de la famille à d'autres membres de la famille de manière négative. Franz Kafka fait face à plusieurs problèmes. Le premier problème est le suivant. Son père ne l'encourage que quand son fils se comporte comme lui, c'est-à-dire qu'il se comporte comme un soldat, qu'il boit de la bière et également dans une manière de manger assez frugale, alors que cela ne fait pas partie du véritable caractère de son fils. Le deuxième problème est que le père n'accepte pas d'autre opinion que la sienne. Seule la sienne est la bonne, les autres, s'ils ont une opinion qui diverge, ont forcément tort. Le père est contre les idées de son fils et aussi contre ses amis sans véritable raison. Cette non-acceptation de l'opinion divergente annule la possibilité d'un dialogue. De plus, le père demande à l'enfant de se taire. L'enfant obéit au pied de la lettre, il est trop obéissant, ce qui fait que soit l'enfant se tait ou soit il a une voix bégayante. Le troisième problème réside dans le fait que le père critique les autres dans le but que son fils se méfie. La conséquence de cela est que Franz Kafka a une peur des autres. Le quatrième problème est que, à force de trop vouloir plaire, le fils obéit de trop, et en s'appliquant trop, il ne satisfait pas son père. Le cinquième problème, c'est que le fils, en étant un enfant, n'a pas la maturité pour comprendre et pour creuser les raisons d'agir de son père. Enfant, il n'avait pas non plus assez de recul pour comprendre que quelquefois son père faisait semblant de les effrayer par jeu. Le sixième problème est que son père émet des lois mais qui ne les applique pas. C'est par exemple le cas lors des repas à table ou le cas avec les injures qu'il interdit chez les autres mais que lui-même s'autorise. Le septième problème réside dans la manière dont il parle à son fils. Il lui fait des injures indirectes, il lui parle quelquefois en riant dans le but de se moquer, il utilise l'ironie, il a un ton sarcastique. Des fois, il ne s'adresse pas à lui directement, mais passe par un tiers pour lui faire un reproche. Son père utilise des cris. Il lui fait peur quelquefois à cause de son attitude. Ainsi, Kafka a l'impression d'être comme un pendu que l'on ne pend pas, mais qui doit assister tous les jours à la mise en place des instruments pour le pendre.
Le 8e problème réside dans le fait qu'il est l'aîné de la famille puisque ses 2 frères aînés sont morts en bas âge. C'est donc lui qui reçoit la pression la plus forte, surtout que son père, plus jeune, a un tempérament plus vigoureux qui se calmera un peu avec l'âge. Franz Kafka est le seul garçon de la famille, les autres enfants n'étant que des filles. Un 9e problème réside dans le fait que nous avons une mère qui le gâtait. L'éducation du père aurait peut-être pu marcher si la mère ne contrebalançait pas tout en les choyant et en leur accordant des choses en secret. Ceci amène un sentiment de culpabilité chez l'enfant car il ne va pas chercher directement ce à quoi il a le droit. La mère, en ayant une position intermédiaire entre les enfants et son mari, a une position peu enviable. Le 10e problème est que la domination ne s'arrête pas avec l'âge. Même à 36 ans, l'auteur se plaint encore des remarques et du comportement de son père à son encontre. Cette éducation amène plusieurs conséquences. La première conséquence est que l'enfant se sent loin de son père et des gens en général. Pour lui, il y a son monde où les lois ne s'appliquent qu'à lui et sont impossibles à satisfaire. Il y a la sphère où son père gouverne et il y a une 3e sphère où les gens vivent heureux et sans les lois qui lui sont imposées. La 2e conséquence est que, puisque les enfants savent qu'ils ne sont pas battus, que la colère arrivera forcément à un moment ou à un autre et que les menaces sont quotidiennes, les enfants deviennent désobéissants et ne pensent qu'à fuir. Kafka le fuira en fuyant le magasin et aussi grâce à la littérature. Franz Kafka fuira également sa famille. La religion leur est d'aucun secours. La religion ne délivre ni l'un ni l'autre et la religion ne les rapproche pas, mais au contraire les fait diverger. Son père rejette la littérature de son fils qui permet au fils de parler de ses relations avec son père sans en avoir l'air. C'est un moyen de délivrance. Le père lui laisse libre choix quant au métier. Le fils fait des études de droit car il veut rester indifférent à ce qu'il fait tout en donnant une certaine impression. Cela sera également le cas lors de son travail dans les bureaux plus tard. La 3e conséquence de cette éducation est que Kafka se voit au rabais. Ainsi, il ne comprend pas pourquoi son père dispute ses employés car il pense que personne ne peut être pire que lui. Kafka ne se croit pas intelligent, il croit aussi qu'il va rater ses examens, mais il les réussit. Et cette réussite amène la peur que les autres voient leur erreur et n'aient pas vu sa médiocrité. L'auteur a également l'impression de faire une quantité de travail qui n'est pas importante. La 4e conséquence de cette éducation est l'échec de ses tentatives. Quand Franz Kafka fait quelque chose qui ne plaît pas à son père prédit un échec. Cela amène une chute de la confiance du fils et cela amène réellement à un échec. Il s'agit de l'effet golem. C'est le cas pour ses mariages ou pour ses tentatives de mariage. Il croit se libérer grâce au mariage. Pour lui, fonder une famille est le plus haut degré pour un homme. Mais malheureusement, ces mariages ou ces tentatives de mariage aboutissent toujours à l'échec. Le père n'est pas d'accord avec ces mariages, ce qui provoquera 2 fois une rupture de fiançailles avec F, qui est en fait Felice Bauer. Il y a une incompréhension. Le père pense que ces mariages sont dus à un coup de tête à cause d'un corsage, alors que son fils y pense depuis longtemps et que ce projet amène en lui des angoisses. Quand il y a un projet de mariage, les relations sont encore plus tendues entre le fils et le père, ce qui amène pour le fils des angoisses, ce qui le pousse à annuler ses mariages. Franz Kafka place également la barre un peu trop haute. Il se compare à ses parents qui pour lui sont un couple parfait. Il pense également que pour être un bon chef de famille, il faut les qualités du père qu'il n'a pas. La 5e conséquence est que l'on a un enfant ou alors un jeune adulte qui n'arrive pas à prendre son envol car son père le retient.
C'est pire que ça, son père lui demande de partir alors que son père s'accroche à lui et il ne lui a donné aucun moyen de vivre sa vie d'adulte. Le manque d'indépendance et le manque de prise de décision du fils sont souvent des reproches que le père fait à son fils alors qu'il ne lui a donné aucun outil pour qu'il se construise en ce sens. Parvenu à ce point, tu aurais donc, grâce à ta duplicité, obtenu un assez beau résultat, puisque tu as démontré 3 choses. Premièrement, que tu es innocent. Deuxièmement, que je suis coupable. Et troisièmement, que par pure générosité, tu es prêt non seulement à me pardonner, mais encore, ce qui est à la fois plus et moins, à prouver et à croire toi-même, à l'encontre de la vérité d'ailleurs, que je suis également innocent. Cela pourrait te suffire, mais cela ne te suffit pas encore. C'est qu'en effet, tu t'es mis en tête de vivre entièrement et absolument à mes dépens. Je t'accorde que nous luttons l'un contre l'autre, mais il y a 2 sortes de combats. Le combat chevaleresque, où des adversaires libres mesurent leurs forces, où chacun reste seul, perd ou gagne par ses propres moyens, et le combat du parasite, qui non seulement pique, mais encore assure sa subsistance en suçant le sang des autres. Ce dernier est celui du vrai soldat de métier, et voilà ce que tu es, incapable de vivre, voilà ce que tu es, mais pour pouvoir t'installer commodément dans ton incapacité et y rester sans te faire de soucis ni de reproches, tu démontres que je t'ai enlevé ton aptitude à vivre et que je l'ai mise dans ma poche. Dès lors, que t'importe d'être incapable de vivre, puisque c'est moi qui en porte la responsabilité. Toi, cependant, tu t'étends tout de ton long et tu te laisses traîner par moi à travers la vie, physiquement et spirituellement parlant. En voici un exemple. Quand tu as voulu te marier dernièrement, tu voulais en même temps ne pas te marier, tu le concèdes toi-même dans cette lettre, mais pour ne pas avoir d'effort à faire, tu désirais que je t'aidasse à faire échouer ton mariage, en t'interdisant cette union à cause de la honte qu'elle ferait rejaillir sur mon nom. Mais je n'y ai même pas songé. Et ceci parce que, là comme ailleurs, je ne voulais pas être un obstacle à ton bonheur, et que, de plus, je ne veux pas que mon enfant ait jamais à m'adresser un pareil reproche. Mais cet effort que j'ai dû faire pour te laisser libre de te marier m'a-t-il servi à quelque chose? Pas le moins du monde. Mon aversion pour ce mariage ne l'aurait pas empêché, au contraire, elle n'aurait pu que t'inciter davantage à épouser la jeune fille, car en te mariant, tu aurais mené à bien ce que tu appelles ton essai de fuite. Et le fait que je t'ai permis ce mariage ne m'a pas épargné tes reproches, puisque tu fais la preuve que je suis, de toute façon, responsable de ton échec. Mais au fond, sur ce point, comme sur les autres, tu ne m'as prouvé que ceci. Tous mes reproches étaient fondés. Il en manquait même un, qu'il était particulièrement celui de la fausseté, de la basse complaisance, du parasitisme. Ou je me trompe fort, ou tu utilises encore cette lettre comme telle pour vivre en parasite sur moi. À ceci, je réponds d'abord que cette objection, que l'on peut d'ailleurs retourner en partie contre toi, ne vient pas de toi, mais de moi. C'est que rien, pas même ta méfiance à l'égard des autres, n'égale la méfiance de moi-même, dans laquelle j'ai été élevé par toi. Je ne dis pas que cette objection, laquelle en soi apporte encore des éléments nouveaux à la définition de nos rapports, soit dénuée de tout fondement. Il est clair que les choses réelles ne peuvent pas s'assembler comme les preuves dans ma lettre. La vie est plus qu'un jeu de patience, mais avec le correctif apporté par l'objection, correctif que je ne peux ni ne veux exposer en détail, il me semble qu'on arrive malgré tout à un résultat approchant d'assez près la vérité, pour nous apaiser un peu et nous rendre à tous deux la vie et la mort plus faciles.